commence avec une épigraphe. Je ne fais pas ça souvent, mais la série Dark, elle nous en propose plusieurs, des épigraphes. Donc, on en a une ici de Arthur Schopenhauer. Bon, évidemment, la traduction vient des sous-titres de l'émission. L'homme est libre de faire ce qu'il veut, mais il ne peut vouloir ce qu'il veut. Je trouve que c'est assez intéressant et je pense que ça parle fort de ce que la série a à nous dire. La série Dark, bien, elle porte d'abord et avant tout sur le désir. Puis là, il ne faudrait surtout pas se fier à moi là-dessus. Je suis un fidèle lecteur de Lacan. Je vois du désir partout. Mais c'est que la série en elle-même, bien en amont de son analyse, à travers ses nombreux épigraphes, justement, à travers des dialogues qui sont répartis à travers ces 3 saisons, eh bien, elle s'évertue à nous faire réfléchir sur le désir. La citation que je viens de vous lire, elle en témoigne très bien. On peut aussi penser à Jonas plus vieux qui affirme à lui-même, plus jeune, que nous ne sommes pas libres dans nos gestes parce que nous ne sommes pas libres dans nos désirs. Donc, le désir est au centre de ce que Dark a à nous raconter. Mais dès qu'on prend acte de cette thématique centrale, il y a quand même une autre question tout aussi centrale qui émerge. De quel désir est-il question? Est-ce qu'il s'agit du désir spectatorial? Après tout, bon, chez les penseurs des séries télé, entre autres Jason Mitchell, il y a ce genre de questionnement-là. Jason Mitchell, pour lui, les séries contemporaines qui mettent de l'avant différentes sortes de complexités narratives, eh bien, ces séries convertissent le spectateur en narratologue amateur. J'aime bien cette réflexion-là. Alors là, ici, le désir pourrait être celui de réécouter la série et de prendre plaisir à en reconstituer les éléments narratifs afin d'en dégager un sens, ou en tout cas, tenter de le faire. Mais la série procède également à une mise en scène du désir qui est alors brodée avec une forme de nostalgie dans la mesure où les personnages sont pris à répéter en boucle la mise en scène de leur recherche d'un objet perdu. Jonas répète à l'infini la perte et la recherche de Martha, l'objet de son désir. Ulrich est pris dans une répétition infinie de la recherche de son fils Mikkel. En fait, tous les personnages centraux sont pris dans une boucle qui les fait vaciller entre la perte d'un objet et sa recherche perpétuelle. En considérant le désir spectatoriel ainsi que la mise en scène du désir, force est de constater que Dark est une série sur le désir. Et j'irai même un peu plus loin, puisque nous sommes pris avec les personnages dans une boucle où la perte de l'objet mène à une compulsion de répétition. Il semblerait que la série tente de nous mener à interroger ce qui se terre sous le désir, à la limite ce qui se cache au-delà du principe de plaisir, à savoir, bien entendu, la pulsion. Alors, dans ce qui suit, j'aimerais proposer de réfléchir la série à travers ses liens à la fois avec la nostalgie, qui est présentée, selon moi, comme une forme de désir, oui, j'y reviens, mais aussi avec la compulsion de répétition, qui est le propre de la logique de la pulsion. Je vais faire un petit détour anecdotique parce que je trouve que c'est bien les tranches de vie. Moi, c'est d'abord l'algorithme de Netflix qui m'a poussé à visionner la première saison de Dark. Ça venait de sortir, j'en avais pas encore entendu parler autour de moi. L'algorithme de Netflix me suggérait ce visionnement parce que j'avais préalablement visionné Stranger Things. Alors ça, c'est drôle. Je me souviens bon, qu'il y avait des parallèles qui étaient établis entre les prémices de ces 2 émissions, des enfants disparus, des phénomènes étranges, etc. On faisait aussi un parallèle entre les 2 séries en raison du rôle que la nostalgie y occupe. Alors là, personnellement, je suis d'avis que c'est un parallèle particulièrement douteux. J'ai des collègues que je connais bien qui s'interrogent sur les algorithmes. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors, si Stranger Things nous propose une nostalgie réflexive, on en a parlé tantôt avec Boehm, sur notre rapport avec les années 80 et ses médias analogiques, Dark nous pousse dans la logique d'une nostalgie qui repose sur la perte traumatique. Pour cette raison, son exploration de la question est d'autant plus liée à la nostalgie comme forme de désir. La nostalgie et son expression médiatique, bon, ça occupe beaucoup de place autour de nous. Je sais que moi, j'aime bien en parler dans les recherches contemporaines. Je crois cependant qu'il y aura encore beaucoup à dire sur les liens entre la nostalgie et le désir d'un point de vue psychanalytique. En effet, la nostalgie se traduit par une fascination pour un passé qu'on idéalise et qu'on fétichise. Ce passé, évidemment, est un passé, c'est une impossibilité ontologique, simplement parce qu'il est reconstitué en rétrospective. Pour cette raison, le passé comme objet de la nostalgie partage beaucoup de points communs avec l'objet du désir dans sa conception psychanalytique. On devrait plutôt dire l'objet cause du désir, auquel Jacques Lacan attribue le mathème objet petit a ou objet A. Donc, tout comme l'objet A, qui s'avère être la projection par le sujet d'un surplus, de quelque chose qui est dans l'objet plus que l'objet, pour citer Lacan, bien, la nostalgie consiste à projeter sur un passé des qualités que ce passé ne possède pas. Susan Stewart offre des réflexions que je trouve uniques et pertinentes, et j'y reviens souvent,
sur cette question-là parce que, bon, elle affirme, entre autres, que la nostalgie est une mélancolie sans objet. En effet, et toujours dans les mots de Stewart que vous avez devant vous, le passé que recherche le nostalgique n'a jamais existé sauf en tant que récit. Et par conséquent, toujours absent, ce passé menace continuellement de se reproduire comme un manque ressenti. Ce point de désir que recherche le nostalgique est en fait l'absence, qui est le mécanisme générateur même du désir. Alors moi, je trouve ça extrêmement intéressant, mais encore une fois, je vous l'ai dit, je suis un lecteur assidu de Lacan. Ces réflexions sur la nostalgie et sur ses liens avec la psychanalyse prennent un sens particulier lorsque nous les mobilisons pour comprendre la série Dark. La nostalgie, en tant que modalité du désir, repose sur l'idée d'une perte. Cette perte met en place le mouvement même du désir nostalgique. Bien entendu, les personnages principaux de la série sont présentés comme pris dans cette logique nostalgique. Ils recherchent tous quelque chose qu'ils ont perdu. Le rapport au passé est d'ailleurs mis de l'avant par la question du voyage temporel, évidemment, dans la série. Il est intéressant de noter au passage que les retours dans le temps sont dépourvus d'un habillage esthétique disproportionné qu'on peut retrouver souvent et que justement, je trouve que ça n'a pas rapport de comparer Stranger Things avec Dark. Bon, les années 80 dans Dark, on les revoit, on les retrouve. Elles n'ont rien à voir avec les années 80 de Stranger Things, par exemple. Et cette comparaison, elle tient plutôt bien dans certains mèmes que moi, j'ai vu circuler dernièrement. Celui-là, je l'aime bien. Parce que dans le fond, on critique dans ces mèmes-là l'exagération nostalgique de cette décennie qui est particulièrement fétichisée dans nos récits contemporains. La sobriété avec laquelle les époques précédentes sont représentées dans Dark déplace la focalisation nostalgique, qui n'est plus liée à la remédiation d'un passé qui n'a jamais existé, mais qui est plutôt fondée dans la logique même du désir et de son mouvement perpétuel. Mais il y a un détail important qui vient problématiser cette logique nostalgique comme forme de désir dans Dark. C'est qu'il y a la circularité incomplète du désir qui est remise sérieusement en question dans la série. Dans Enjoy Your Symptom, Slavoj Žižek illustre bien, oui, cette circularité incomplète comme suit avec le diagramme au tableau où l'objet petit a, justement, vient interrompre la circularité du désir. Žižek insiste sur le rôle de cet objet cause du désir, l'objet A, qui, je le cite, interrompt le circuit fermé du principe de plaisir, faisant dérailler son mouvement balancé. Donc, c'est le fantasme ici là, qui intervient. Je ne vais pas trop rentrer dans ce détail-là, mais le fantasme, bien, il permet au sujet de donner une consistance imaginaire à l'objet petit a. Alors, le fantasme permet à ce circuit fermé du principe de plaisir de rester en mouvement. Je postule que c'est précisément ce fonctionnement qui est problématisé dans Dark. Puisque le désir nostalgique est en mesure de se réaliser par l'entremise du voyage temporel, les personnages peuvent retourner dans le passé, la logique fantasmatique qui soutient la nostalgie mais se trouve traversée. Les personnages se voient propulsés hors de la logique du désir et basculent dans une sorte de nostalgie pulsionnelle, si on pourrait le dire, condamnée à une éternelle compulsion de répétition. Ça, c'est vraiment, je crois, central dans cette émission. Le voyage temporel ouvre la boucle causale infinie dans la série. Alors, cette boucle causale dans la série vient révéler ce qui se trame sous la nostalgie comme forme de désir et comme moteur d'un principe de plaisir. Dans Dark, l'objet de la nostalgie, l'objet cause du désir, devient objet de la pulsion. Et cette transition repose largement sur la représentation du temps et de la logique temporelle, je vais revenir à la pulsion plus tard, qui est mise de l'avant dans Dark. J'aimerais donc maintenant me tourner vers les réflexions de l'Américain Todd McGowan sur la disparition, oui, de la temporalité plus traditionnelle au cinéma. En effet, pour McGowan, la disparition des temporalités plus linéaires dans le cinéma contemporain fait basculer la logique prédominante au cinéma, soit la logique du désir, vers une logique de la pulsion. Et je crois que c'est précisément ça qui est en opération dans le traitement de la nostalgie au sein de Dark. Alors, je fais un petit détour conceptuel avec McGowan. Depuis qu'on pense le cinéma en termes psychanalytiques, on s'est centré sur l'étude du désir. Le désir que le film suscite chez le spectateur, l'expression narrative du désir, la féminité comme objet, ou même les corps comme objet de désir, ou même le désir qui pousse le spectateur à dépenser de l'argent pour aller voir un film. C'est évidemment l'objet du signifiant imaginaire avec Christian Metz. Alors, en somme, le désir occupe une place centrale dans les études cinématographiques, malgré le fait que le concept même du désir est longtemps demeuré incompris, ou en tout cas mal maîtrisé par les théoriciens du cinéma. On a trop longtemps et souvent confondu la dynamique du désir avec la question du pouvoir, mais aussi avec la question du plaisir. Une des erreurs les plus persistantes dans la psychanalyse du cinéma, c'est été de vouloir mesurer l'expérience filmique en fonction du principe de plaisir. Le désir est centré sur un objet et on a longtemps fonctionné avec la croyance que l'obtention de l'objet du désir procure un plaisir,
ce qui pourtant n'est que partiellement vrai. Ça nous renvoie d'ailleurs au-delà du principe de plaisir en 1920, où Freud note la manifestation de comportements qui échappent au principe de plaisir. La compulsion de répétition, qui nous amène à reproduire des expériences désagréables ou traumatiques, échappe à la logique du désir et au plaisir qui y est associé. Pour Freud, ce qu'on retrouve au-delà du principe de plaisir, eh bien, c'est la pulsion. Spécifiquement, dans son cas, à Freud, c'est la pulsion de mort. On avance dans le temps, à travers les réarticulations de la théorie psychanalytique, on a un peu délaissé cette idée de pulsion de mort pour se centrer sur la pulsion en elle-même, puisqu'elle est généralement destructrice. Il importe alors de distinguer pulsion et désir, se différencier par leur rapport respectif avec le manque constitutif de la subjectivité. Autrement dit, nous éprouvons tous un sentiment de manque et d'incomplétude. Le désir et la pulsion constituent des approches qui sont diamétralement opposées pour faire face à ce sentiment de manque. Dans les mots de McGowan, le désir repose sur la croyance qu'il est possible de retrouver l'objet perdu et ainsi accéder à la jouissance ultime. Le désir représente la croyance qu'il existe un objet satisfaisant qui peut être obtenu. À l'opposé, la pulsion situe la jouissance dans le mouvement du retour en lui-même, la répétition de la perte, plutôt que dans ce qui peut être récupéré. Dans une perspective pulsionnelle, le but ou l'objet recherché ne sert qu'à perpétuer une répétition, et c'est dans cette répétition qu'on peut situer la jouissance. La pulsion n'obtient pas satisfaction par l'obtention de l'objet, mais plutôt à travers le fait d'échouer dans cette obtention. L'objet de la pulsion importe donc peu, c'est la répétition et la circularité qui priment. Toujours dans les mots de McGowan, la recherche de l'objet perdu sert d'alibi pour la répétition de la perte et la signification que procure cette répétition. C'est cette phrase que j'aime beaucoup, qui sonne mieux en anglais. Le désir pour l'objet perdu cache la pulsion de la répétition de sa perte. Alors, en somme, la logique de la pulsion nous plonge dans quelque chose de plus élémentaire et de plus instinctuel que le désir. Au final, et le point le plus important pour ce qui suit, la logique du désir repose sur une chronologie linéaire. Dans cette logique, le sujet est amené à croire qu'une satisfaction existait dans le passé et qu'il existe un objet qui pourrait fournir à nouveau une jouissance dans le futur. En raison de sa circularité ininterrompue, évidemment, Jacques, lui, illustre le désir circulaire, mais moi, je pense qu'il faut dérouler un peu ce diagramme que je vous ai montré précédemment pour le mettre sur un plan linéaire. Alors là, c'est la pulsion qui est circulaire et en raison de cette circularité qui est ininterrompue, justement, la logique de la pulsion bouleverse la linéarité de la logique du désir. La pulsion n'a ni début ni fin. Pour McGowan, le bouleversement de la temporalité et de sa linéarité au cinéma plus contemporain produit donc le passage d'une logique cinématographique du désir vers une logique cinématographique de la pulsion. Comme il le mentionne, la temporalité fondamentale au cinéma tend à avancer dans le temps, tant d'une expérience d'absence vers la réalisation d'un désir spectatoriel à travers la représentation d'un objet fantasmatique. Mais la représentation du temps repose aussi sur une absence. Il y a une béance dans le temps cinématographique au sein de laquelle l'absence se répète et cette répétition correspond à celle de la pulsion de mort. Bien que la plupart des films dissimulent la répétition sous le couvert de la réalisation fantasmatique du désir, certains films accentuent cette répétition, suggérant ainsi une forme différente de temporalité. C'est un peu l'objet de ce bouquin de McGowan, Out of Time. C'est ici qu'émerge, selon lui, la tendance contemporaine pour un cinéma atemporel qui obéit à la logique de la pulsion. Bien entendu, bon, McGowan, lui, parle de cinéma, mais si son propos porte sur le cinéma, il va sans dire, je crois, en tout cas, qu'on peut l'appliquer aux différents éléments visuels narratifs, tels que les séries télé. Alors, cette pensée s'exemplifie d'ailleurs de façon remarquable dans l'analyse de Dark. La tension entre le désir et la pulsion et l'expérience d'une atemporalité pulsionnelle sont au centre de ce que cette série a à nous offrir. Et ça a pour but d'exacerber le rapport à la nostalgie et à sa puissance destructrice, parce que c'est ce dont il s'agit, selon moi. Alors, si on se tourne un peu vers Dark, la série, encore une fois, un épigraphe, elle ouvre sur la question, plutôt la remise en question de la logique linéaire du temps. Alors, cet épigraphe de l'épisode 1 de la première saison, qui est une citation de Albert Einstein, se dit comme suit. La distinction entre le passé, le présent et le futur n'est qu'une illusion tenace. La voix off du narrateur poursuit sur cette lancée, affirmant que nous sommes convaincus que le temps s'écoule de façon linéaire, qu'il procède de façon uniforme pour toute l'éternité jusqu'à l'infini. Hier, aujourd'hui et demain ne se succèdent pas, ils sont liés entre eux dans un cycle éternel. En raison de l'insistance de la série sur le thème du désir et de la pulsion, qui sont récurrents, le fait de lier son atemporalité avec les pistes psychanalytiques offertes par McGowan ne relève aucunement, selon moi, de l'extrapolation.
Dark veut nous confronter à notre rapport à cette trame au-delà du principe de plaisir. La série nous pousse délibérément dans une logique temporelle de la pulsion, nous poussant à réfléchir au lien entre la perte traumatique, le désir, la nostalgie et la compulsion de répétition. L'idée de la répétition à l'infini est à ce point omniprésente dans la série qu'on peut y voir des références répétées au symbole de l'infini, se trouve en plein centre de l'arbre généalogique représentant le nœud de la boucle temporelle au sein de laquelle les personnages sont pris. On le voit à plusieurs autres reprises et une des apparitions les plus notables, mais c'est un détail, c'est l'inscription qu'on retrouve sur le cœur tombal de Mads Nielsen, le frère de Ulrich, qui est disparu en 1986. Alors que sa date de naissance est indiquée, sa date de décès est représentée par le symbole de l'infini. Comme tous les autres événements tragiques et traumatiques sont représentés, son décès est voué à être répété à l'infini. Alors, pour la majeure partie de la série, nous sommes sous l'impression que c'est Jonas qui est le vecteur de la boucle temporelle et de la rétrocausalité qui en découle. C'est le Jonas adulte qui tente de corriger le tir continuellement en amenant le Jonas adolescent à prendre des décisions qui influeront sur le cours du temps et qui feront en sorte qu'il ne deviendra pas Adam. C'est parlant à lui-même plus jeune, à la fin de la saison 1, Jonas adulte affirme que, je le cite, « On croit être en possession du libre arbitre, oui, mais ce n'est pas le cas. Nous suivons le même chemin encore et toujours. » Il est donc inéluctablement voué à devenir Adam, qui, lui, pose la question fondamentale, à savoir s'il y a eu un début ou une fin, ou bien si tout cela n'est qu'une boucle infinie. Oui, c'est Adam qui tue Martha. Il est ainsi le vecteur de la perte traumatique que vit le jeune Jonas et qui le précipite dans la compulsion pulsionnelle qui le mène à répéter le même destin sans fin. Au sens psychanalytique, l'auteur représente d'ailleurs l'objet de désir dans son sens le plus fondamental, puisqu'il est frappé par l'interdit de l'inceste. Ils auront beau se répéter, comme ils le font souvent, qu'ils sont parfaits l'un pour l'autre, cette perfection évoque le désir dans son sens le plus radical. Je me tourne encore une fois vers Zizek, qui nous rappelle que Lacan affirme qu'un objet devient objet de désir par le biais de sa prohibition. Le désir lui-même a besoin de la loi, de son interdiction, comme obstacle à transgresser. Alors, la perte de l'objet du désir, de Martha, sert de prémisse pour le désir de retourner vers un passé, mais la circularité de la répétition mène vers autre chose que l'habituelle linéarité du désir. C'est ainsi que Dark nous offre l'expérience d'une logique de la pulsion au-delà du domaine du désir et surtout au-delà du principe de plaisir. La perte de Martha, répétée à l'infini, évoque à la fois nostalgie et compulsion de répétition. Mais depuis tantôt, mon propos vacille continuellement, comme la série d'ailleurs, entre la question du désir et la question de la pulsion. C'est que je crois que Dark nous invite à une certaine ambivalence sur la question. La dimension atemporelle de la série nous précipite dans la logique médiatique de la pulsion, comme le propose McGowan, mais la persistance de l'interdit et de sa transgression nous maintient aussi dans la logique du désir. C'est ainsi qu'intervient le symbole de l'infini, encore une fois, qui est si important dans la série et qui, selon moi, à prendre comme un ruban de Moebius. En tant que figure topologique, le ruban de Moebius sert souvent à illustrer de façon efficace, d'ailleurs, les relations de coexistence entre des oppositions binaires. On le sait, Lacan utilise souvent cette figure à plusieurs reprises dans son enseignement, et puisque l'intérieur de la bande de Moebius est en même temps son extérieur, il est impossible de situer un point précis à partir duquel l'intérieur devient extérieur ou vice-versa. Dans cette logique, la temporalité de Dark épouse la forme du ruban de Moebius. Il est impossible de situer une relation causale, un événement fondateur de la logique temporelle. Dans une série où plusieurs relations de filiation sont elles-mêmes prisonnières de cette boucle de rétrocausalité où la mère enfante sa fille, qui est ensuite sa propre mère, le désir mis en scène devient compulsion de répétition. Le ruban de Moebius paraît ici crucial parce qu'il problématise, oui, le rapport entre désir et pulsion au-delà d'une simple circularité. Il génère une ambivalence entre deux concepts souvent considérés comme mutuellement exclusifs. Alors, pour tenter de terminer sans trop se fouler le cerveau, j'aimerais revenir rapidement sur la question de la nostalgie qui demeure, selon moi, fondamentale dans la série, en dépit de cette insistance sur la tension entre le désir et la pulsion. Comme je le disais précédemment, nous sommes longtemps portés à croire que c'est Martha qui est à l'origine de la boucle temporelle qui est mise en scène, sa mort et Jonas, bon, qui est le vecteur de tout ça. Mais à la fin de la saison 3, on comprend en fait qu'il n'en est rien. C'est en fait Heinrich Gustav Tannhaus qui est à la base du nœud. Tannhaus, dont les initiales HG, évidemment, renvoient à Herbert George Wells, l'auteur de The Time Machine. Incidemment, Tannhaus, il est l'horloger du village. Alors moi, je trouve que c'est un beau petit clin d'œil. Dans la temporalité principale,
dont on apprend l'existence que vers la fin de la série, Townhouse a subi une perte lui aussi traumatique. Son fils, avec qui il entretient une relation ténue, meurt dans un accident d'auto accompagné de sa propre fille et de sa conjointe. Frappé par cette perte, Townhouse met plus d'une décennie de travail afin de mettre au point ce qu'il espère être une machine lui permettant de revenir dans le temps afin de changer le cours des choses. C'est au moment où il met cette machine en marche qu'il détruit son monde, créant les deux mondes de la trame principale et créant par le fait même cette infinie répétition moebienne, si on peut l'appeler ainsi. La nostalgie, le désir de revenir dans le passé, est ainsi présenté comme une force dévastatrice, paradoxale, qui vacille entre désir et pulsion, entre le désir comme impossibilité ontologique et la pulsion comme une compulsion destructrice. Pour cette raison, la série Dark semble vouloir nous confronter à des questionnements pertinents, surtout en cette période de foisonnement de la nostalgie au sein de notre culture populaire. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la nostalgie plus que la nostalgie? Une nostalgie pulsionnelle au-delà du principe de plaisir? Une jouissance nostalgique? Voire même, puisque ça semble être le cas dans Dark, une nostalgie des origines? Une nostalgie qui nous confronterait à la genèse du désir, à la radicalité de son objet? Alors, Dark ne fournit pas une réponse claire, mais le dédale complexe de sa trame narrative nous invite certes à une compulsion de visionnement en boucle. Ça, c'est mon cas. Et je dirais aussi que par des petites références à Back to the Future, on nous montre qu'il y a peut-être juste Dark qui a compris comment ça marche, le voyage temporel et la boucle de rétrocausalité. Voilà, merci.